plupart d'entre nous les avons reçus. C'est dire qu'une collaboration normale existe entre nous-mêmes et les différents services publics. Pour certains documents, nous allons devoir relancer nos interlocuteurs. Et nous poursuivons nos auditions tout simplement pour tenter, autant que faire se peut, de lever des contradictions qui nous sont apparues, à nos rapporteurs, pour établir la réalité du fonctionnement d'un certain nombre de services. Nous procédons ce matin à une première audition. Je remercie Monsieur Loche d'être présent. Et Monsieur Loche, comme vous le savez, occupe une fonction extrêmement importante. Il est le chef du cabinet du président de la République. Il nous expliquera sans doute lui-même la nature exacte de cette fonction, mais au-delà de sa propre fonction, il sera intéressant, et vous ne manquerez pas, les rapporteurs en premier, de poser un certain nombre de questions sur ce point, qu'il nous précise, puisqu'il était dans la chaîne hiérarchique l'autorité immédiatement supérieure à M. Benalla, qui avait la qualité d'adjoint au chef de cabinet, ce qu'était le travail au quotidien de M. Benalla. Comme c'est notre habitude, je vous propose, si vous le souhaitez, mais vous n'y êtes nullement obligé, de commencer par une brève intervention qui nous permettra de situer votre rôle et de nous apporter sans doute déjà de premières informations. Je donnerai ensuite la parole, bien sûr, à chacun de nos deux rapporteurs et à vous, mes chers collègues, qui auraient à poser des questions. Je rappelle le cadre un peu formel de nos auditions, tout en précisant que notre travail ne consiste pas à faire des procès ou à prononcer des condamnations, mais le chef de cabinet le sait bien, mais à auditionner. Une audition n'est pas une comparution. Vous collaborez au travail du Parlement qui, lui, remplit strictement sa mission dans le cadre constitutionnel et organique qui lui est assigné. Alors, Monsieur Loche, je suis obligé de vous rappeler, comme je l'ai fait pour toutes les personnalités auditionnées, que le faux témoignage devant notre commission des lois serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission d'enquête, Madame le co-rapporteur, Monsieur le co-rapporteur, votre commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection des hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquement. Je crois utile, en prélude de mon intervention, de vous rappeler quelles sont les fonctions qui sont les miennes et qui sont celles d'un chef de cabinet du Président de la République. Ce sont des fonctions qui ne sont pas parfaitement connues et je veux vraiment, et c'est important par rapport aux questions que vous allez me poser par la suite, vous dire quel est mon office au sein de la Présidence de la République. Le premier métier du chef de cabinet, et c'est une mission complexe, c'est de gérer l'agenda du Président de la République. Je le fais évidemment en lien étroit avec le secrétaire général, avec le directeur de cabinet et l'ensemble des conseillers du cabinet. Il s'agit à la fois d'inscrire à l'agenda des rendez-vous du président de la République, également des déplacements. J'y reviendrai puisque c'est également une part très importante de mon activité. J'ai également le rôle de recevoir avec un service important les correspondances qui sont adressées au président de la République et d'y répondre. Et ça sera une grande partie, je pense, de cette audition. J'ai également la charge d'organiser les déplacements du président de la République en lien, pour la partie stratégique, avec les conseillers du cabinet du président, les cabinets ministériels et les acteurs locaux
qui reçoivent le président de la République. Acteurs, institutions dont vous faites partie, mesdames et messieurs les sénateurs, puisque vous avez parfois à proposer ou à recevoir le président de la République en déplacement. Acteurs dont font également partie les préfectures de régions ou de départements, qui sont mes points de contact pour préparer un déplacement du président de la République. Pour faire cette œuvre, le chef de cabinet et son équipe construisent le déplacement, se déplacent préalablement à la visite du président de la République sur les lieux du déplacement pour ériger un programme, pour vérifier que les conditions du déplacement sont réalisées. Il le fait en travaillant avec de nombreux services. J'ai déjà parlé des acteurs locaux, mais de nombreux services au sein de l'Élysée, des services qui sont en charge de la construction matérielle du déplacement, services audiovisuels, l'intendance, des services qui sont en charge de la presse et des services qui sont en charge de la sécurité, parmi lesquels le GSPR ou parfois, plus rarement, le commandement militaire. Le jour du déplacement, le rôle du chef de cabinet ou de ses adjoints est d'être aux côtés du président de la République pour guider le président de la République dans son déplacement et, le cas échéant, si cela est nécessaire, adapter le programme de son déplacement. Donc, il ne faut pas être étonné de voir le chef de cabinet ou ses adjoints à proximité du président de la République, parfois en grande proximité, puisque nous avons, comme je le disais, à orienter ce déplacement. Il ressort de cette brève présentation, et je pourrais la développer si vous le souhaitez, que mes missions en tant que chef de cabinet, mais c'est également celle de mes adjoints, sont celles d'un chef d'orchestre des services de l'Élysée. C'est une expression qui a été utilisée, je crois, par le chef du GSPR, chef d'orchestre des services, à la fois pour l'agenda et pour les déplacements. Cette mission de déplacement, elle est extrêmement prenante, puisque un chef de cabinet ou ses adjoints se déplacent plusieurs jours par semaine en province pour préparer ou réaliser ces déplacements. C'est pour répondre à ces missions qu'à mon arrivée à l'Élysée, le 19 mai 2017, en tant que chef de cabinet, j'ai constitué une structure à mes côtés, une structure rapprochée qui chapeaute les services de l'Élysée, structure qu'on appelle dans notre jargon, c'est pas très joli, mais c'est ainsi chefferie de cabinet, qui est composée d'un chef de cabinet, moi-même, d'un adjoint, chef de cabinet adjoint, et j'insiste sur les mots, qui est un sous-préfet, et de deux chargés de mission, une sous-préfète et un autre chargé de mission, qui était M. Alexandre Benalla. Alexandre Benalla, que j'ai donc recruté en arrivant à l'Élysée. Concernant les faits qui se sont déroulés le 1er mai, et qui sont plus spécifiquement l'objet de cette commission d'enquête, je dois vous dire que le 29 avril de cette année, j'ai pris l'avion pour la Nouvelle-Calédonie. J'y suis arrivé le 30 avril. Vous n'ignorez pas que pour aller en Nouvelle-Calédonie, il y a à peu près 18 heures d'avion. Le mardi 1er mai, j'étais en seconde mission préparatoire en Nouvelle-Calédonie. Il se trouve que c'est un déplacement qui était particulièrement complexe à organiser. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer pourquoi. Et notamment parce que pour la première fois de notre histoire, un président de la République allait poser le pied à Ouvéa. J'étais avec le haut-commissaire pour terminer l'organisation de ce déplacement extrêmement sensible du président de la République. Le président de la République lui-même est arrivé sur le territoire le jeudi 3 mai, en fin d'après-midi, heure locale, vers 17 h, après 2 jours passés en déplacement international en Australie, où l'accompagnait un chargé de mission de la chefferie du cabinet, la chargée de mission de la chefferie de cabinet. Pour ma part, j'ai appris le jeudi 3 mai, un peu après 17 h, heure locale, soit 8 h, heure métropolitaine, les faits sur lesquels vous vous interrogez et l'intervention de M. Benalla lors de la manifestation du 1er mai. Je l'ai été par un contact avec mon directeur de cabinet, Patrick Stroda, un contact de routine. Il est de bon usage lorsque le président de la République arrive quelque part, de confirmer au directeur de cabinet que le déplacement va se réaliser dans de bonnes conditions. J'ai donc
appelé Patrick Stroda, qui m'a informé des faits que vous connaissez. Ce contact, je l'ai eu vers 21 h. Très simplement, j'ai attendu d'être à la résidence du haut-commissaire pour le contacter. Il était donc 12 h à l'heure métropolitaine. Monsieur Stroda m'a informé de ces faits et il m'a immédiatement informé également de la sanction qui a été prise. Sanction qui, je le dis fortement, traduisait la volonté qui était la sienne, et je crois qu'il vous l'a expliqué, de prendre au plus vite une mesure à l'encontre de M. Benalla condamnant ses agissements, et ceci évidemment sans attendre le retour en métropole du chef de cabinet et du président de la République. La sanction prise, à laquelle je ne pouvais que souscrire, mais à laquelle, je le dis fortement et pour les raisons que j'ai exposées, à laquelle je n'ai pas été associé en raison de mon déplacement, et j'y reviendrai si vous le voulez, était la suivante: une suspension de 15 jours, un écrit, une lettre dans le dossier administratif de l'intéressé indiquant qu'en cas de nouveau comportement fautif, il s'en suivra un licenciement, ce qui fut le cas, comme vous le savez, le 19 juillet. C'est également ce même soir, à peu près à la même heure, informé comme je l'ai été, que j'ai pris moi-même connaissance d'un extrait de la vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Je veux vous dire qu'en voyant cette vidéo, j'ai été choqué. J'y ai vu à la fois une scène d'affrontement violent et de poursuite entre manifestants et forces de l'ordre, très confuse. Je vous prie d'imaginer les conditions dans lesquelles je l'ai vu en Nouvelle-Calédonie. Mais une scène d'intervention d'une personne qui est manifestement M. Benalla et qui, à l'évidence, a agi en dehors de ses fonctions à la présidence de la République. J'ai alors souhaité appeler M. Benalla immédiatement. Le premier contact téléphonique que j'ai eu avec lui, c'était juste après ce premier contact avec Patrick Stroda. Ce même soir, je l'ai fermement sermonné. Je lui ai indiqué, il a reconnu au cours de cette conversation sa présence sur les lieux de la manifestation. Il a été très clair sur le fait, et vous y reviendrez, qu'il ne m'a pas sollicité, moi, chef de cabinet, pour être sur ces lieux-là, mais je n'étais pas là. Il a donc sollicité le directeur de cabinet. Il a justifié, et je tiens à le dire, son comportement par sa volonté d'aider les policiers pris à partie par des manifestants violents, qui avaient, je le cite de mémoire, me dit-il, jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Je lui indique immédiatement, et il le sait parce que les choses se font de manière concurrente, qu'une sanction a été prise, et lui est notifié. Mon avis sur ce qui s'est passé le 1er mai est qu'il s'agit, et là aussi j'insiste fortement sur ce point, d'un comportement individuel fautif, qui pour moi est clairement distinct de la mission du service que j'ai exposée. Je rappelle évidemment qu'une information judiciaire est ouverte sur ce cas d'espèce. Je veux rappeler également fortement qu'une sanction administrative a été prise immédiatement, et j'en ai rappelé la chronologie. Il appartient désormais à la justice de notre pays d'établir les responsabilités des individus poursuivis. Pour ma part, dans le cadre de cette commission d'enquête, j'ai la volonté de répondre précisément et complètement à toutes vos questions, dans le respect des principes énoncés et avec la plus grande transparence. Le président de la République m'a autorisé à venir devant vous. Ce faisant, il souhaite contribuer, oui, j'ai bien dit autoriser. Ce faisant, il souhaite contribuer à la manifestation de la vérité. Chers collègues, seul M. Loche a la parole. Je vous prie de m'excuser. Il m'a néanmoins demandé de rappeler le cadre juridique dans lequel s'inscrit cette audition. Je dois veiller, et je sais que vous y êtes attachés, au principe de séparation des pouvoirs qui ne me permettra pas de répondre aux questions portant sur des faits donnant lieu à une information judiciaire et à celles portant sur l'organisation interne de la présidence de la République, et je suis évidemment prêt à répondre à vos questions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le chef de cabinet, merci. Votre exposé était parfaitement clair et factuel, et je suis certain que les membres de la commission l'ont apprécié, mais reste un certain nombre de points à préciser. Par exemple, la sanction qui est prononcée.
vous faites état, pour faire court, d'une rétrogradation. Nous avons le texte de la sanction et lui ne le mentionne pas. Alors y a-t-il un document qui pose par écrit cette rétrogradation et par la suite, réellement, pouvez-vous nous assurer que lorsque M. Benalla a repris ses fonctions après la période de suspension, ce nouveau périmètre a été scrupuleusement respecté? Autant je vous ai expliqué que pour les raisons de ce déplacement en Nouvelle-Calédonie, je n'ai pas été associé à la prise de la sanction, dans le souhait de rapidité de la mise en œuvre de la suspension. Autant à mon retour, évidemment, j'ai discuté avec le directeur de cabinet, qui est mon autorité hiérarchique immédiatement supérieure, des nouvelles missions de M. Benalla. Vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a à la fois une suspension administrative de 15 jours, et puis il y a une évolution de ces missions. Ce deux champs qui sont différents. Quant à la suspension, premièrement, et c'est un point qui a fait débat et je souhaite être tout à fait clair là-dessus. Cette suspension, elle a été prise par le directeur de cabinet du président de la République. Elle a été prise le 2 mai, elle a été notifiée le 3 mai, elle est entrée en application le 4 mai, et j'ai donc eu, c'est mon rôle de chef de cabinet, à vérifier que M. Benalla n'exerçait plus ses fonctions de chargé de mission pendant les 15 jours qui ont suivi cette suspension. Et je certifie devant cette commission que M. Benalla n'a pas eu à exercer ses fonctions de chargé de mission pendant ces 15 jours-là. En tous les cas, je ne lui ai donné aucune mission pendant ces 15 jours, je ne l'ai pas vu pendant ces 15 jours, et le seul moment où j'ai eu à nouveau à être en contact avec M. Benalla, après l'appel que j'ai cité en Nouvelle-Calédonie, c'est que je l'ai rappelé juste avant son retour au service, précisément le vendredi 18 mai au soir. Je lui ai indiqué, conformément à sa mesure de suspension, qu'il était attendu au service le 22 mai au matin. Ne pouvant le recevoir immédiatement ce jour-là, vous pouvez vérifier mon agenda parce que j'étais en mission préparatoire dans l'Ain à Ferney-Voltaire, je lui ai demandé à le voir le mercredi 23 mai à 9 h. Donc sur le premier point qui est la question de la suspension, je puis vous certifier que pendant ces 15 jours, du 4 mai au mardi 22 mai, M. Benalla n'a pas exercé ses fonctions de chargé de mission à l'Élysée et à mes côtés. Deuxième point, ce que vous appelez rétrogradation, en tous les cas évolution des missions. Et je crois que d'ailleurs que le mot est juste. En tous les cas, c'est comme ça que cela a été décidé et que l'intéressé l'a perçu, et je pense qu'il aura à vous le dire. Dès le moment venu du retour au service de M. Benalla, c'est-à-dire en fin de cette semaine qui se conclut par le 18 mai, j'ai eu à discuter avec le directeur de cabinet qui l'a décidé des nouvelles missions de M. Benalla. Eu égard à ce qui s'était passé, il était évident que M. Benalla ne pouvait plus avoir les mêmes fonctions. Nous avons donc décidé, avec le directeur de cabinet, de lui retirer ce qui fait le sel de la fonction d'un chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint ou d'un chargé de mission, qui est la préparation, l'organisation et la réalisation des déplacements officiels du président de la République. Dans les missions que j'ai citées, c'est celles qui sont les plus importantes. Et donc, M. Benalla, dès lors, n'a plus fait de mission préparatoire propre à l'organisation d'un déplacement officiel du président de la République et n'a plus accompagné en tant que chef de cabinet un déplacement du président de la République. Nous lui avons également demandé de se concentrer sur l'exercice de ses missions au Palais de l'Élysée. C'est, je tiens là aussi à le dire très fortement, une décision qui n'était pas facile à prendre pour le chef de service que je suis parce que mes équipes sont petites. Donc très concrètement,
il en découlait une charge plus importante de travail pour moi et mes adjoints. Et par ailleurs, je peux vous dire que lorsque j'ai reçu M. Benalla le 23 mai au matin, d'abord je l'ai à nouveau fermement sermonné pour ses actes, et je puis vous dire que la nature de notre échange fait que je pense qu'il a considéré que cette rétrogradation était également une réelle sanction, et qu'il l'a très mal vécu, connaissant l'attachement qu'il avait pour la réalisation des missions qu'il perdait. Donc ces nouvelles missions, je lui ai notifié oralement ce matin-là, après un échange avec mes autorités hiérarchiques et après validation évidemment de ces nouvelles missions par le directeur de cabinet du président de la République, qui est le gestionnaire des personnels à l'Élysée. Voilà ce que je puis vous dire. Je vous remercie. Je vais donner dans un instant la parole à nos deux rapporteurs. Moi, j'ai besoin que vous nous éclairiez sur une réflexion générale. Je vous donne un sentiment peut-être prématuré dans nos travaux, mais je m'interroge à tout le moins sur la pertinence de la sanction prononcée, si je comprends bien, en deux temps. C'est-à-dire que le 2 mai, c'est la mise à pied, et le 23 mai, ce que nous apprenons ce matin, c'est la décision que je qualifie, pour faire court, de rétrogradation. Mais est-ce qu'il n'est venu à l'esprit de personne, autour du chef de l'État, que devant la gravité des faits qui avaient été commis et dont vous avez eu connaissance très tôt, je parle au collectif, les collaborateurs du président, s'était exposé inutilement le président à un risque que de conserver dans l'équipe cet agent, et au demeurant, comme vous venez de nous le dire, en lui confiant des tâches qui impliquaient de le dessaisir d'un travail pour lequel vous n'aviez pas de remplaçant et pour lequel vous n'avez recruté à ce moment-là, apparemment, aucun nouveau collaborateur. Donc, vous gardez dans l'équipe quelqu'un qui ne fait pas le travail pour lequel vous dites qu'il a été recruté à partir, il ne fait plus ce travail à partir du 23 mai, vous nous dites que ça vous a créé de l'embarras pour le fonctionnement de votre service. Vous avez un collaborateur du président de la République qui a un comportement qui, pour le moins, échappe à l'exigence d'exemplarité que le chef de l'État a lui-même posée, et vous le gardez quand même dans un emploi diminué. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Monsieur le Président, je ne peux pas faire de forme de fiction administrative sur la sanction qui a été prise. Je n'étais pas là. Je pense que vous avez, pour certains d'entre vous, voyagé aussi loin en Nouvelle-Calédonie avec le décalage horaire. Que penseriez-vous d'un chef de cabinet qui s'immisce dans la prise d'une sanction alors qu'il n'a aucun élément pour le faire à l'endroit où il est? Mais, entendez bien, Monsieur Loche, je ne suis pas en train de vous faire un reproche, mais je voudrais qu'on arrive à réfléchir ensemble à ce qui est approprié. Oui, mais vous me permettrez de parler de mon cas personnel. Allez-y, si vous voulez, mais oui. Encore une fois, c'est la sanction prononcée qui m'interpelle, et je ne vous fais nullement reproche, et je comprends très bien ce que vous nous dites, c'est le bon sens même, vous ne pouviez pas apprécier les faits à une telle distance et prononcer vous-même la sanction, c'est évident. Monsieur le Président, vous connaissez la maison élyséenne, c'est une maison organisée, et parfaitement organisée, et je tiens d'ailleurs à le redire fortement. Le chef de cabinet, il est sous l'autorité du directeur de cabinet, qui est un préfet. Je suis sous-préfet. Il y a une sanction qui a été prise. Je ne vais pas évoquer auprès du directeur de cabinet cette sanction à partir du moment où elle est prise. C'est quelque chose qui ne m'appartient plus et dont j'ai été dessaisi. Sur les nouvelles missions, je vous dirais que c'est un geste extrêmement fort dans le cadre d'une mesure qui était conservatoire, une suspension, et qui donc peut continuer à dérouler ses effets en cas de nouvelles fautes, que cette mesure de rétrogradation que nous avons prise.
concrètement, M. Benalla ne pouvait plus seul, comme il pouvait le faire auparavant, préparer un déplacement officiel du président de la République. C'était vraiment, en quelque sorte, lui donner des fonctions à mi-cœur. Donc, quand vous me dites que cette mesure vous paraît insuffisante, moi je considère à mon niveau qu'elle était au contraire très importante et elle a été perçue comme telle pour l'intéresser. Mais c'est votre droit évidemment que de trouver qu'elle était insuffisante. En tous les cas, c'est ce qui a été décidé par le directeur de cabinet. Bien, je vous remercie. Qui d'entre vous, chers collègues, commence? Madame Muriel Jourda, rapporteure de la Commission des lois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le chef de cabinet, je voudrais rebondir sur un propos du Président Bas à l'instant, sur cette sanction de rétrogradation. Alors, c'est une sanction qui n'a pas été notifiée par écrit, nous en sommes d'accord, puisque nous aurions eu le courrier de sanction. Vous l'avez notifié oralement. C'est une sanction qui, vous nous avez dit, retirait à M. Benalla un certain nombre de ses fonctions pourtant essentielles dans un petit effectif. Avait-elle une durée fixée dans le temps, cette sanction? Et si elle n'en avait pas, comment comptiez-vous pallier cette absence, puisque, encore une fois, vous nous dites que l'effectif est réduit et que c'est extrêmement préjudiciable? Monsieur Loche. Alors, non, il n'y avait pas de durée prévue dans le temps. La chefferie de cabinet, c'était 4 agents. Dès lors, nous fonctionnions toujours à 4 agents, mais avec une réorganisation des missions. Très concrètement, j'ai demandé à M. Benalla de prendre en charge toute l'organisation des événements au Palais. Un certain nombre de ces événements étaient préalablement pris en charge par mon autre chargé de mission. Et du coup, mon autre chargé de mission a pris en charge, à mes côtés, l'organisation des déplacements nationaux. Par ailleurs, j'ai eu à faire appel, et là aussi, ça peut être aisément vérifié, à un renfort en provenance d'un autre service de l'Élysée pour assurer ces missions. Et j'ai eu pour ma part effectivement un surcroît de travail dans l'organisation de ces déplacements. Mais je redis fortement que nous nous sommes tenus à cette règle que j'ai énoncée auprès d'Alexandre Benalla le 23 mai au matin. Madame Jourda. Et il n'y avait pas dans votre esprit une fin à cette sanction chronologique, je veux dire, dans la durée? C'était une organisation définitive. Écoutez, en tous les cas, eu égard au fait, il fallait, excusez-moi cette expression familière, mais marquer le coup. C'était très important vis-à-vis de l'intéressé, lui redire fortement par cette sanction que son comportement était inacceptable et voir dans le cadre de la suspension comment il évoluait par la suite. Malheureusement, il y a eu ces faits nouveaux dont on parlera sans doute qui ont porté à son licenciement. Donc, je n'ai pas eu à me poser cette question, malheureusement, encore une fois, égard aux faits qui ont succédé à ces premiers faits et qui ont causé son licenciement. Néanmoins, alors c'était une partie des missions, nous avons pu constater, comme tout le monde, tout simplement en regardant la télé ou les journaux, que M. Benalla apparaît très fréquemment auprès du président de la République et dans des missions qui sont peut-être plus proches du déplacement privé ou qui ne sont pas des déplacements en province. Cela signifie tout de même qu'une certaine confiance a été maintenue en M. Benalla. Alors, je comprends, d'abord je vais vous dire que je comprends parfaitement cette question et que ça puisse vous interpeller. Là aussi, je sais que sur des faits précis, on voit apparaître M. Benalla sur des images, vous êtes posé des questions, les questions ont été posées au directeur de cabinet, et je vais y répondre également à nouveau et à mon niveau en tant que chef de service. Il y a, je crois, 4 moments pour lesquels il y a eu des interrogations sur la présence de M. Benalla sur un dispositif engageant la présidence de la République. On a pu parler notamment de l'entrée au Panthéon de M. et Mme Simone Veil. Bien. Cette préparation, je l'ai prise en charge personnellement. J'ai fait les missions préparatoires, parce qu'il y en a eu de nombreuses, c'est un événement très important. J'ai fait les missions préparatoires sans M. Benalla. Et le cœur du dispositif, le jour de l'entrée au Panthéon, ne comprenait pas M. Benalla, puisque j'y étais avec Marie Argouarch. Eu égard à la taille de cet événement, et c'est quelque chose sur lequel nous avions les idées très claires avec Patrick Stroda
dès le moment de la rétrogradation, et eu égard à la nécessité de mobiliser tout le monde, il y a une mission qui a été confiée à M. Benalla ce jour-là, qui était de synchroniser l'arrivée des cortèges. Il n'a rien fait d'autre, pas participé à une mission préparatoire, et n'était pas engagé dans le cœur du dispositif. Il y a une deuxième interrogation qui a pu porter sur sa présence à Giverny. Giverny, je réalise 2 missions préparatoires à Giverny, pour ce qui est alors un déplacement officiel et public du président de la République, puisque le président de la République avait prévu d'y accueillir le Premier ministre japonais. Il se trouve que pour des raisons d'événements se déroulant au Japon, une catastrophe naturelle, le Premier ministre japonais décide de ne plus aller à Giverny. Il se trouve donc que d'un coup, du jour au lendemain, cet événement est déclassé en visite non officielle du président de la République. Et c'est dans ce cadre, puisque ses fonctions ne lui avaient pas été retirées, qu'Alexandre Benalla a pu accompagner le président de la République à Giverny. Oui, mais pour être très précis là-dessus, je crois que c'est très important. Lorsque vous avez un déplacement officiel du président de la République, vous avez une multitude de services à coordonner en matière d'organisation matérielle. L'organisation matérielle, c'est des tables, des chaises, des locaux qui sont ouverts, des locaux qui sont aménagés. Et en matière de sécurité, ça je pense que vous m'interrogerez là-dessus, de la coordination en matière de sécurité, avec des préfets, avec des policiers, avec des gendarmes. Lorsqu'il y a un déplacement privé, ce n'est plus pareil. Il n'y a plus cette coordination-là. Donc, Alexandre Benalla en a été chargé, et c'est comme ça qu'il a été vu sur des photos à Giverny. Mais ce n'était pas un déplacement officiel du président de la République. Troisième cas, le 14 juillet. Alexandre Benalla, dans les missions qu'il pouvait avoir, dans les autres missions qu'il pouvait avoir, au-delà de l'organisation des déplacements, notamment nationaux, était en charge avec le protocole de l'Élysée et le service de la correspondance présidentielle, de la question des invitations pour le 14 juillet. À peu près 15 000 qui sont envoyées. C'est vraiment quelque chose, un traitement de masse. Et le 14 juillet, c'est dans ce cadre-là qu'il a été engagé. Et d'ailleurs, si vous regardez les photos du 14 juillet, vous le verrez peut-être dans cette mission d'invitation, de placement, de vérification du placement. Vous me verrez aussi à côté du président de la République. Et donc, il a été engagé dans le cadre de cette mission strictement et pas en matière de coordination générale du dispositif. Quatrième cas d'espèce, l'accueil des Bleus le 16 juillet. Là, je veux vous dire que cet accueil des Bleus, c'était un événement exceptionnel par sa dimension et son ampleur, qui a mobilisé fortement la présidence de la République aux côtés des équipes de la préfecture de police, pour lesquelles il y avait une manœuvre complexe en matière d'ordre public à organiser. Dans la période que nous connaissons, il n'est pas du tout évident, en termes de menaces, en termes d'ordre public, de faire circuler un bus de cette manière sur les Champs-Élysées. Donc, j'ai participé moi-même, en y participant, ou les présidents, et pas M. Benalla, à l'organisation de cet événement. Cet événement sans précédent est organisé dans des délais très contraints. Je dois vous dire que face à un tel événement, il y avait à la fois à coordonner l'arrivée d'une équipe de France qui était par ailleurs relativement en retard sur le planning qui était prévu, et de l'autre côté un événement complexe à organiser au Palais de l'Élysée avec beaucoup de jeunes, puisque nous avons souhaité en faire un événement de rencontre entre la jeunesse et notre équipe de France victorieuse. J'ai mobilisé 2 de mes adjoints au Palais de l'Élysée, et j'ai demandé à Alexandre Benalla d'être le garant de la synchronisation de l'arrivée de ce bus, c'est-à-dire qu'il était en contact avec moi pour gérer cette synchronisation-là, et j'attache beaucoup d'importance au terme de synchronisation. Voilà les 4 cas d'espèce. Il ne s'agit pas de déplacement officiel du président de la République, et donc je considère que, évidemment, nous avons appliqué la décision que nous avons prise avec le directeur de cabinet, et que nous lui avons notifié le 23 mai au matin. Je vous remercie, Madame Jourda.
Merci, Monsieur le Président. Une dernière question. Nous parlons beaucoup de la rétrogradation de Monsieur Benalla, mais avant d'être rétrogradé, il faut connaître ses fonctions initiales. Sur ce point, Monsieur le directeur de cabinet s'était engagé à nous transmettre la fiche de poste de Monsieur Benalla, mais ne nous l'a finalement pas transmise. Alors, pouvez-vous nous dire précisément quelles sont ses missions? Si une fiche de poste a été établie, il semblerait que oui, et y avez-vous participé? Monsieur Loche. Alors, en tant qu'organisateur de service, chefferie de cabinet, je vous l'ai dit, j'ai eu à recruter mes adjoints. Il est naturel, en tous les cas c'est comme ça qu'on m'a appris à travailler dans des structures administratives, lorsqu'on crée une structure, de l'organiser et de proposer à ses chefs une organisation. Je l'ai donc fait. Je l'ai fait auprès de Patrick Stroda, par différents échanges écrits qui ne comportent pas que des éléments propres à l'organisation de la chefferie de cabinet. Je l'ai fait dans ces premiers temps d'organisation de la chefferie du cabinet, à la fin du mois de mai et au début du mois de juillet 2017. Et effectivement, j'ai fait valider au directeur de cabinet des missions pour M. Benalla. Ces missions, je veux vous les citer en toute transparence. La première mission, qui était celle de M. Alexandre Benalla, c'était de m'appuyer dans l'organisation des déplacements nationaux. Je vous l'ai dit. Donc là, j'ouvre à nouveau une parenthèse. M'appuyer, ça veut dire la possibilité pour lui de faire des missions préparatoires. Il en a fait très peu. Je les ai quasiment toutes faites au niveau national, personnellement, eu égard à l'enjeu d'un déplacement du président de la République. Mais il en a fait. Par ailleurs, il est dans la pratique que j'ai instaurée avec mes équipes, de faire en sorte qu'un de mes adjoints soit présent quelques heures avant l'arrivée du président de la République sur un déplacement. Et donc, il m'est arrivé à de très nombreuses reprises, quand je dis très nombreuses reprises, on a dû organiser une centaine de déplacements du président de la République en 1 an et 3 mois, au national et à l'international. Donc de l'envoyer en avance de phase pour vérifier que le dispositif mis en place était stabilisé. Et donc, il a fait ces missions dites, entre guillemets, de précurseur, je suis désolé, c'est un affreux jargon, auprès de moi. Première mission, l'organisation des déplacements nationaux. Je veux fortement vous dire sur ce point-là que M. Benalla était très précis dans l'organisation dans ses fonctions. Et que vous savez l'importance qu'accordent les préfets dans l'organisation des déplacements du président de la République, et que jamais je n'ai entendu un préfet de la République se plaindre de ce qu'a pu faire M. Benalla dans ses missions préparatoires ou de précurseurs. Vous en avez d'ailleurs, je crois, entendu 2. Je ne crois pas qu'ils aient pu dire quoi que ce soit sur le... Monsieur Loge, vous avez, dans d'autres circonstances, sur cette centaine de voyages, vous avez entendu des préfets se plaindre au chef de cabinet du président de la République du comportement d'autres collaborateurs? Pas du tout. Non. Deuxièmement, peut-être que j'ai oublié une négation, mais donc je répète, jamais aucun préfet de la République ne s'est plaint de M. Benalla dans l'organisation de ces déplacements. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que vous m'interrogerez certainement sur l'existence d'autres plaintes. Il n'y en a pas eu. Deuxièmement, comme les autres chargés de mission de l'Élysée, l'organisation des événements au Palais de l'Élysée. Ça va du rendez-vous à la réception mobilisant plus de 1200 invités. Donc il peut y avoir des très gros événements organisés au Palais de l'Élysée. Troisièmement, la coordination des 2 services, la coordination, et c'est comme ça que nous l'avons voulu, sous l'autorité du directeur de cabinet, et donc pas la mienne, la coordination des 2 services de sécurité de l'Élysée, le GSPR et le commandement militaire. En quoi consistait cette coordination? Parce que vous allez me poser la question. Très simplement, nous avons vu en arrivant au Palais de l'Élysée que 2 services de sécurité se côtoyaient. Que sur des sujets qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'exercice de prérogatives de sécurité, il y avait une meilleure coexistence à organiser entre eux, notamment sur les questions, je suis désolé, ce n'est pas sans doute pas ce que vous attendez, mais en tous les cas sur des choses très prosaïques telles que le parc automobile. Savoir
Comment faire en sorte, par exemple, pour que le parc automobile du GSPR soit rénové et rehaussé? Organiser la coexistence de ces deux services par rapport aux résidences du président de la République. Donc des choses très, très administratives et absolument pas en lien avec une immixtion de quelque nature que ce soit dans le commandement des deux chefs de service, que ce soit le chef du GSPR ou le général commandant militaire du palais. Voilà quelles étaient les missions d'Alexandre Benalla. J'y ajoute également, mais nous le faisions tous, également la préparation des déplacements non officiels du président de la République. Mais alors ça, c'est quelque chose qui fait, je crois, beaucoup parler, mais le président de la République, même lorsque son déplacement n'est pas médiatisé et qu'il se déplace, ça se prépare. Ça se prépare, et ça se prépare en termes d'organisation, en termes d'accueil. Je ne vais pas rentrer dans des détails, parce que je crois que je sortirai de mon rôle et du mandat qui m'a été donné. Mais un président, par exemple, ça ne se déplace pas seul, donc il faut organiser l'alimentation des personnes qui se déplacent avec lui. Quand il se déplace, il faut prévenir les personnes à l'endroit où il se déplace. C'est ça le rôle du chargé de mission, du chef de cabinet, dans la réalisation des déplacements non publics du président de la République. Donc il avait également ce rôle-là, et puis nous nous répartissions en fonction d'un tour que je décidais de ces missions-là. Voilà, donc ces fonctions, elles ont été extrêmement claires depuis le début, cadrées et arrêtées par mes soins sous l'autorité du directeur de cabinet. Je vous remercie, Monsieur Jean-Pierre Sueur. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire une remarque préalable et vous poser 3 questions, Monsieur le chef de cabinet. Remarque préalable, comme Monsieur le secrétaire général de l'Élysée, Monsieur le directeur de cabinet, vous avez fait état de l'autorisation qui vous a été donnée par le président de la République. Je veux dire ici que cette autorisation n'a pas d'objet et n'a pas d'effet. En vertu du texte que chacun commence à connaître, nous avons eu l'occasion d'en parler beaucoup hier, de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, monsieur le sous-préfet, que vous connaissez parfaitement, qui prévoit que toute personne, tout citoyen qui est convoqué par une commission d'enquête parlementaire doit déférer à la convocation. C'est tout. Nul n'est au-dessus des lois à cet égard. Nous devons le dire avec beaucoup de force. Tout citoyen, toute citoyenne doit venir. Pourquoi ? Parce que le Parlement fait la loi et contrôle l'exercice des pouvoirs publics. Et dans ce cadre, comme l'a dit le président Philippe Bas, vous contribuez à notre mission. Ma première question est la suivante. Nous avons reçu Monsieur le secrétaire général et Monsieur le directeur de cabinet. Tous les deux nous ont dit ce que Philippe Bas a appelé une sorte de vérité officielle, je ne pense pas trahir ces mots, à savoir que M. Benalla ne s'occupait que de déplacements et n'exerçait aucune mission de police. Aucune. Or, nous avons ici le permis de port d'armes de M. Benalla, où je lis, considérant que M. Benalla est chargé d'une mission de police. Nous avons de multiples témoignages. Nous avons reçu 19 personnes. Nous avons lu les 3 interventions dans la presse et dans les médias de M. Benalla. Une fois que cela a été fait, est-ce que, sous serment, vous pouvez, Monsieur le chef de cabinet, confirmer qu'à aucun moment, sous votre autorité, M. Benalla n'a exercé aucune mission de police, aucune, soit en substitution ou en complément, aux fonctionnaires et aux personnes chargées de la police. Et alors même qu'il a déclaré récemment, dans le journal du dimanche, qu'il était en opposition avec les conceptions du ministère de l'Intérieur, je cite.
pouvez-vous nous confirmer qu'à aucun moment, à votre connaissance, M. Benalla n'a exercé de près ou de loin une mission relevant de la police? Monsieur Loche. Écoutez, sur votre première intervention et la question de l'autorisation, je ne vais pas m'élever au-dessus de ma condition et épiloguer sur cette question-là. Je vous ai indiqué avoir reçu l'autorisation du président de la République, je l'ai fait, je ne m'étends pas là-dessus. Il y a sans doute des débats constitutionnels sur ces questions-là. Ils me regardent peu, en tous les cas, à mon niveau. Je vous prie de croire qu'en tous les cas, je viens devant vous et c'est pour faire œuvre de transparence. Sur le deuxième point, vous avez parlé de vérité officielle. Il n'y a pas de vérité officielle, il y a une vérité lorsqu'on témoigne sous serment. Moi, je peux vous assurer que M. Benalla n'a pas exercé de mission de police. Il se trouve que je sais un petit peu ce que c'est qu'une mission de police, puisque j'ai exercé 3 ans au cabinet du directeur général de la police nationale. Je veux, là aussi, rentrer un petit peu dans le détail sur et excuser cette parenthèse sur le rôle du chef de cabinet. Chef de cabinet, le chef du GESPER a dit que c'était un chef d'orchestre. Il parlait des questions d'organisation matérielle. Le chef de cabinet se déplace pour une mission préparatoire, pour organiser le déplacement du président de la République, il a pour rôle de vérifier que la sécurité du président de la République est assurée, de vérifier également que les conditions d'ordre public sont assurées pour le déplacement du président de la République. Je crois que c'est normal. Chacun de nos concitoyens souhaite que, en tout lieu de notre territoire, le président de la République soit en sécurité. Il a, pour ce faire, dans le panel des services qui se déplacent avec lui, un service qui s'appelle le GESPER, qui assure la sécurité rapprochée du président de la République et qui est le conseiller du chef de cabinet dans ce rôle de chef d'orchestre. Il y a également sur notre territoire des préfets de la République qui ont des compétences en matière d'ordre public. Et puis il y a des policiers et des gendarmes. Lorsque j'ai commencé ma carrière de sous-préfet, mon premier préfet m'a dit François Xavier, lorsque vous êtes directeur de cabinet et que vous avez la responsabilité par délégation d'un dispositif d'ordre public, ne prenez pas la place des policiers et des gendarmes. Votre relation avec le directeur de la police, avec le colonel de gendarmerie, c'est de lui donner des effets à obtenir. Et dire voilà ce qu'il ne doit pas arriver et de le laisser faire son œuvre. Le rôle d'un chef de cabinet dans une mission préparatoire et lors d'un déplacement, c'est exactement la même chose. Donc, par délégation du chef de cabinet, Alexandre Benalla, chargé de mission, a pu demander des effets à obtenir sur un déplacement. Que ce soit au préfet de police, que ce soit à un préfet de département, que ce soit un chef du GESPER. Mais il n'a jamais pris la place du policier ou du gendarme. Et en ce sens, il n'a pas exercé de mission de police. Et je puis vous dire que si j'avais constaté cela, il se serait fait là aussi fermement sermonner. Monsieur le chef de cabinet, je vais redonner la parole à Jean-Pierre Sueur. Mais vous voyez, je ne vous demande pas de vous mettre à notre place, mais il y a des éléments contradictoires. J'entends bien ce que vous dites et j'entends aussi votre sincérité. Mais le préfet de police, quand il délivre le permis de port d'armes, il le fait bien sur la base des informations qui lui ont été données par l'Élysée. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Il relève un certain nombre de considérants, parmi lesquels je lis ceci. Considérant que M. Benalla est chargé d'une mission de police dans le cadre de son action de coordination de la sécurité de la présidence de la République avec les forces militaires et le GSPR. Donc peut-être que nous nous entendons mal sur les mots, mais en tous les cas, il a bien fallu que l'Élysée dise au préfet de police il a une mission de police, sinon il n'aurait pas eu de port d'armes. Mais également, on peut se dire pourquoi a-t-on demandé à 3 reprises avant de l'obtenir un permis de port d'armes pour M. Benalla s'il n'a strictement aucune fonction de sécurité. Et je rappelle d'ailleurs que le métier de M. Benalla, avant d'entrer à la présidence de la République, est exclusivement un métier de sécurité. C'est sa spécialité. C'est ce qu'il a appris
et c'est son expérience professionnelle. Et mettez-vous à la place de nos concitoyens comme de nous-mêmes. Nous menons une commission d'enquête pour savoir les choses clairement. Il est pour nous difficile de comprendre la réalité des choses quand nous sommes en présence de contradictions. Et j'ai bien entendu ce que vous avez dit, et ce que vous avez dit répond à une logique d'organisation qui est tout à fait souhaitable. Mais voyez, nous avons des éléments qui sont sur notre table. Monsieur Loche. Alors, je maintiens évidemment mes propos. Je ne suis pas le rédacteur de ce texte réglementaire pris par le préfet de police. Vous l'avez interrogé. Il faut peut-être le réinterroger, mais sur ce premier point... Excusez-moi, mais qui a demandé le permis de port d'armes ? Je crois que Patrick Stroda a été très, très clair là-dessus. C'est lui qui a été en contact avec la préfecture de police sur ce sujet-là. Alors, pourquoi faire ? Non mais, attendez. C'est lui qui a été en contact avec la préfecture de police sur ce sujet-là. Il a demandé, et je vous prie de reprendre les propos qu'il a tenus devant cette commission, il a demandé à la préfecture de police d'analyser cette demande dans les règles de droit. Voilà. Pour mon cas personnel, cette demande de port d'armes dans le cas d'espèces, fondée sur des questions de sécurité, donc à différencier d'une protection personnelle, n'a pas transité par mes mains. Donc, et je m'en explique, et c'est normal puisque les questions de sécurité sont traitées directement sous l'autorité du directeur de cabinet. Donc je ne peux pas vous répondre plus avant. Moi, ce que je peux vous contenter de vous dire, et là aussi en restant à la place qui est la mienne, qui est celle de chef de cabinet, c'est les missions que j'ai conférées à M. Benalla, et je vous les ai expliquées, je crois, en détail. Vous étiez informé qu'il bénéficiait d'un port d'armes ? Oui, j'en ai été informé. Et vous lui donniez mandat de prendre son arme pour certaines missions ? Et là aussi, je vais être très clair. Comme je crois vous l'a dit le général Lavergne, je n'ai jamais vu M. Benalla avec son arme sur une mission du président de la République. Et en tous les cas, pour les missions qui sont les missions officielles, je ne l'aurais pas accepté puisque la sécurité du président de la République est assurée par ailleurs par le GSPR et par les forces de police et de gendarmerie mobilisées sous l'autorité des préfets. Je vous remercie, M. Jean-Pierre Sueur. Oui. Dans les détails, on pourrait aussi demander pourquoi M. Benalla bénéficiait d'une voiture de police. Mais je voulais revenir sur un autre point. Il a été donc observateur le 1er mai. Est-ce qu'il vous avait informé préalablement, puisque vous êtes son supérieur direct, de son intention d'être observateur ce jour-là? Lui avez-vous donné l'autorisation ou pas? J'ajoute autre chose. Ce que vous avez dit tout à l'heure est important. Vous nous avez parlé du 14 juillet, de l'arrivée des Bleus, de l'entrée au Panthéon de Simone Veil et de son mari. Monsieur Loche. J'ai été extrêmement frappé par le fait que, en dépit de ce que vous dites, M. Benalla était au cœur des événements en question. Alors vous allez dire que ce n'est pas vrai, mais quand même, vous n'avez pas eu la réaction suivante. Quelqu'un qui moleste des citoyens devant des CRS et des policiers, qui fonctionne comme il fonctionne, se retrouve on ne sait comment, à une réunion de commandement le soir, qui dysfonctionne aussi gravement. Est-ce que vous n'avez pas eu l'idée que ce n'était quand même pas judicieux qu'il continue à exercer des missions ou des fonctions lors d'événements aussi importants que cela? Et j'ai encore une question. Alors, M. Loche a déjà en partie répondu à cette question. Peut-être qu'il pourra faire une réponse précise mais synthétique. Et M. Sueur pourrait poser ma dernière question aussi. Pouvez-vous dire devant la commission que d'après les connaissances que vous avez, d'après ce que vous a dit M. Benalla, pouvez-vous assurer qu'il n'a exercé aucune mission qui aurait consisté à définir des orientations stratégiques
par rapport à la sécurité du chef de l'État et à l'organisation du GSPR et du commandement militaire. Autrement dit, pouvez-vous certifier qu'il n'avait pas un rôle extrêmement important, beaucoup plus important que ce qui nous a été dit, dans la réflexion pour une organisation de la sécurité à l'Élysée qui soit en quelque sorte en distance du ministère de l'Intérieur, puisqu'il a, dans la presse, dit qu'il avait noté l'opposition du ministère de l'Intérieur par rapport à cette question. Comment analysez-vous cette phrase? Alors, Monsieur Loche. Alors, je vais essayer de répondre à ces 4 questions. D'abord, sur la question du véhicule, vous avez utilisé le terme de voiture de police. Ce n'est pas une voiture de police qu'avait M. Benalla, c'est un véhicule de service, pas de fonction, de service. Oui, mais c'est une voiture avec un pare-soleil qu'on déploie et marqué police dessus. C'est pour ça que notre rapporteur vous pose la question. Oui, mais il faut être précis. Je crois qu'il faut être précis. De service sur lequel il est marqué police. Je vais répondre. Si. Je suis désolé, je suis peut-être un peu laborieux dans mes réponses, mais je souhaite vraiment être... Pas du tout, vous répondez avec précision, je vous en prie. Monsieur Loche, allez-y. Alors, donc, un véhicule de service, pourquoi M. Benalla avait-il un véhicule de service? Ça peut étonner, ça peut peut-être choquer, parce que M. Benalla, il passait ses journées et le début de ses nuits au palais, comme on le fait tous, pour organiser les déplacements du président de la République. Il n'était donc pas étonnant qu'on puisse lui confier un véhicule pour se rendre sur les lieux de ses missions, et le soir, pour rentrer chez lui, et le matin pour en revenir. C'est précisément la définition d'un véhicule de service. Deuxièmement, sur les moyens lumineux et sur les avertisseurs sonores dont était doté le véhicule. Il se trouve que l'ensemble du parc de véhicules de l'Élysée est doté de ces moyens lumineux et sonores pour la simple et bonne raison que ces véhicules peuvent être intégrés dans des cortèges. Et vous savez que quand le président de la République circule en cortège, il est fait usage de ces moyens lumineux, généralement pas sonores d'ailleurs, pour des raisons de protection du président de la République, de bonne circulation du cortège et de sécurité des autres automobilistes. Donc dire qu'il y a sur ce véhicule des moyens est une chose, c'est pas forcément pour cela qu'ils sont utilisés. Et s'ils le sont, ils doivent l'être dans des règles de sécurité que vous connaissez. Donc oui, à l'Élysée, il y a des véhicules avec ce type de moyens. Il me semble que c'est légal. C'est pas la seule institution à disposer de véhicules avec ce type de moyens. J'espère avoir répondu à la première question sur ce que vous appeliez la voiture de police, qui est donc un véhicule de service. Sur la question d'une éventuelle autorisation de ma part pour qu'il soit observateur. Non, il ne me l'a pas demandé. Alors là aussi, ça peut vous étonner puisque je suis son supérieur hiérarchique direct. Sauf que son supérieur hiérarchique direct, au moment où il visiblement a cette proposition d'aller sur un dispositif d'observation, son supérieur hiérarchique direct est en Nouvelle-Calédonie. Et il se trouve que nous avons la pratique, bonne il me semble, à la chefferie de cabinet, tous les matins de la semaine, parfois même le week-end, vers 7h45, d'aller faire le point avec Patrick Stroda, directeur de cabinet, sur nos missions de la journée et de la semaine. Et donc je dis à Patrick Stroda, ben voilà, on prépare telle visite, la visite qui va avoir lieu, elle se passe bien. Et c'est donc dans ces conditions-là que M. Benalla a demandé l'autorisation. Je n'y étais pas, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Et cette autorisation, elle a été régulièrement demandée au directeur de cabinet. Voilà. Alors, sur ce point-là également, j'aime pas du tout ça, j'appelle ça de la fiction administrative, mais comment aurais-je réagi s'il me l'avait demandé? Vraisemblablement positivement en l'y autorisant, puisque je vous ai dit que dans nos missions de coordination, on avait à connaître des sujets d'ordre public, enfin de stratégie, pas d'application de l'ordre public. Évidemment, cette autorisation aurait été accompagnée d'une stricte limitation au rôle d'observateur, et évidemment, j'eusse espéré, dans ce cas, que M. Benalla soit accompagné et qu'on le limite à ses fonctions. Merci. Accompagné et limité à ses fonctions d'observateur, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Donc, je ne... Merci pour ce rappel, Monsieur le Sénateur. Monsieur, donc, je n'ai pas... Monsieur Sueur a été professeur de linguistique.
On peut s'en remettre à lui sur toutes ces questions et sur beaucoup d'autres. Merci. Monsieur le chef de cabinet, ne vous laissez surtout pas interrompre. Je ne me laisse pas interrompre. Je crois que, mais je crois que sur les nouvelles missions, j'ai amplement répondu. Sur la question que vous posez de la capacité de Monsieur Benalla de donner des orientations stratégiques sur le futur service en charge de la sécurité de l'Élysée. Là aussi, je vais vous peut-être énoncer des choses simples, mais qui sont celles que je vis. Il y a actuellement 2 services en charge de la sécurité à l'Élysée. Le GSPR, que vous connaissez maintenant parfaitement, le commandement militaire. Ils ont à leur tête 2 généraux. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse penser que 2 généraux laissent un chargé de mission, comme M. Benalla, rentrer dans leur organisation interne et commander à leur place. Ce n'est absolument pas le cas. Ça ne l'était pas. Ils étaient les chefs des services, les organisateurs des services. Et ils l'ont toujours été. J'ai entendu dire également, entendu parler d'une milice privée à l'Élysée. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai dit j'ai entendu parler. Mais je sais, mais je me permets de le dire fortement. Je passe mes journées avec les hommes et les femmes valeureux et valeureuses du GSPR à faire des missions préparatoires. Je les connais tous. Je connais tous les chefs de mission du GSPR. J'ai passé 3 ans à la DGPN. Je n'ai vu que des policiers et des gendarmes. Que des policiers et des gendarmes qui exercent leur mission conformément à leur fonction dans notre République. Et j'ai vu 2 chefs qui commandent leur service. Alors, sur la réflexion de la direction de la sécurité, qu'est-ce qui motive cette réflexion actuellement au sein de l'Élysée? C'est, et d'ailleurs la Cour des comptes a pu, dans ses différents rapports, nous en faire observation, c'est la coexistence de 2 services qui, désolé, mais là aussi je vais rentrer dans des considérations d'intendance et budgétaires, qui utilisent quasiment les mêmes moyens, qui ont un commandement différent et pour lesquels il faut donner des synergies dans un objectif d'économie. C'est cela et rien de plus. Il va de soi qu'évidemment, dans ce qui est projeté, la sécurité du président de la République est toujours exercée par des policiers et des gendarmes, qui seront toujours formés par le ministère de l'Intérieur et toujours en lien avec le ministère de l'Intérieur. Il n'y a jamais eu aucun souhait de se soustraire à cela. Mais je vous le dis comme une profonde évidence et avec le cœur. Merci, monsieur le chef de cabinet. Alors, monsieur Sueur, vous avez terminé avec les questions que vous vouliez poser. Mes chers collègues, vous êtes 12. Il est 10h40. Et je sais, parce que j'ai l'expérience de vos différentes questions, que vous avez une parfaite maîtrise de l'exigence de la concision. Parce que si on n'est pas concis, nous allons procéder à l'audition suivante avec un retard énorme et ça ne serait pas correct. Donc, vous avez droit, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, au maximum à 1 minute. Je vous supplie humblement de respecter cette règle. De toute façon, une question, oui, mais là, vous avez droit à 1 minute, mais je sais que vous savez le faire. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous rappeler cette règle, étant entendu, je le redis, qu'une question n'est pas une prise de position, mais c'est une question, pardon, de cette tautologie. Alors, Madame Benbassa, vous avez un privilège, vous serez première. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le chef de cabinet, vous dites que Monsieur Benalla n'avait aucune mission de police. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se fait-il que, s'il n'était pas en charge de la sécurité du Président de la République, comment se fait-il qu'il ait désiré d'observer la mouvance des Black Blocs et quel était son intérêt dans cette démarche? Deuxièmement, à quel titre M. Benalla a-t-il eu droit à un appartement au Quai Branly en juillet, à un passeport diplomatique, surtout que depuis le 4 mai, il n'était chargé que de l'organisation des événements à l'intérieur de l'Élysée et
et des déplacements privés du président. Par ailleurs, me semble-t-il qu'aucun chargé de mission de l'Élysée ne bénéficie de tels avantages. Je ne sais pas si Monsieur le Président a reçu déjà les documents qui m'interpellent. Est-ce que vous avez communiqué l'arrêté portant la sanction ainsi que la date de sa notification à M. Benalla, avec preuve de la notification? C'est fait, madame? Peut-être que je... Madame, Et les modalités de la suppression du traitement durant 15 jours. merci, Madame Benbassa. Le plus commode, c'est que je prenne aussi la question de M. Colomba, qui suit. Merci. Je voudrais vous poser une question sur le recrutement de M. Benalla. Vous avez dit que vous l'aviez recruté formellement, c'est vrai. Mais est-ce que, premier aspect, est-ce que c'est vous qui avez sélectionné la personne ou est-ce que vous l'avez trouvée? Et d'autre part, quelle était Est-ce que ce poste, tel dans la définition que vous en avez donnée, existait déjà dans d'autres cabinets précédents, enfin, etc. Parce que si on regarde bien, et je m'en tiendrai là, si on regarde bien, le seul point qui paraîtrait quand même nécessaire dans son travail pour vous, c'est les missions préparatoires. Alors vous nous avez dit, il les a pas faites. Il n'y est pas allé. Alors qu'est-ce qu'il faisait le reste du temps? Bien, merci M. Colomba. M. Pilet. Merci, Monsieur le Président. Alors, deux questions brèves qui devraient susciter d'ailleurs des réponses très brèves. Tous les collaborateurs de l'Élysée, dont évidemment M. Benalla, ont-ils régularisé leur situation au regard des obligations faites par la loi sur la transparence de la vie publique en déposant enfin auprès de la haute autorité leur déclaration de patrimoine et leur déclaration d'intérêt pour qu'elles nous soient communiquées? Deuxième question, quand avez-vous appris la demande faite par M. Benalla auprès du CNAPS, c'est-à-dire du Centre national des activités privées de sécurité, tendant à obtenir l'habilitation à diriger une entreprise privée de sécurité, habilitation qu'il a d'ailleurs obtenue? Monsieur le chef de cabinet. Écoutez, concernant la question de Madame la sénatrice sur l'intérêt à aller, je pense avoir répondu. En tant que chef d'orchestre, sur les déplacements du président de la République, nous avons à connaître, en lien avec les préfets, les considérations d'ordre public, sans évidemment nous immiscer dans le commandement des forces de police. Il était, à mon sens, donc pas totalement inutile qu'il puisse participer en tant qu'observateur. Moi, il m'est arrivé dans ma carrière plus jeune, sous-préfet, d'être observateur à ce titre-là. Je crois que beaucoup de personnes le font. Sur l'appartement, je vous ai dit, je crois fortement quelles étaient ses suggestions dans le cadre de son emploi, ses horaires, le nombre de déplacements. Le directeur de cabinet, pas moi, puisque c'est lui qui gère le parc de logement, a décidé de lui attribuer ce logement. Il y a beaucoup de choses fausses d'ailleurs qui ont été dites sur ce logement, notamment quant à sa taille. Ce logement, il a été attribué dans un cadre juridique qui est connu, qui est celui d'un logement pour nécessité de service. Il ne l'a d'ailleurs jamais occupé. Et contrairement à ce que j'ai dit et à ce qui a été dit, il n'a jamais été occupé. Et contrairement à ce qui a été dit, il ne fait pas 300 mètres carrés, il fait 70 mètres carrés. Et cette situation me semble tout à fait légale. Sur la question de monsieur passeport diplomatique, il se trouve que les agents de la chefferie de cabinet ont un passeport diplomatique. Nous avons la possibilité de faire des missions préparatoires ou d'accompagner le président dans des déplacements internationaux. Et donc, nous avons un passeport diplomatique. Voilà. Et je crois que ça a été le cas de tous les membres des chefferies de cabinet précédentes également, enfin, à ma connaissance. Monsieur Colomba, sur les conditions de recrutement, lorsque je suis arrivé à l'Élysée le 19 mai, Monsieur Benalla, qui faisait partie de l'équipe de campagne, était présent. J'ai souhaité constituer une équipe avec beaucoup d'humilité. Je tiens à le dire, il est venu, ne réclamant rien d'ailleurs, il est venu se présenter à moi.
J'ai observé ses grandes qualités en matière d'organisation des déplacements, ses connaissances également en matière de coordination et de sécurité. Et j'ai donc proposé au directeur de cabinet de le recruter. Et c'est lui, évidemment, dans son rôle de gestionnaire des ressources humaines, qu'il l'a recruté par contrat, comme vous le savez. Monsieur le sénateur, concernant les obligations de déclaration à la haute autorité, il a été demandé à tous les chargés de mission de le faire. Je ne puis pas vous dire, parce que là aussi je ne suis pas secrétaire général ou directeur de cabinet, si ces obligations sont à l'heure actuelle totalement remplies, mais on vous y répondra si vous en êtes d'accord par-delà cet échange. Mais en tous les cas, la demande a été faite à chacun d'eux dès le lendemain de la question posée ici même, je crois. Monsieur le Président. Alors, la question du CNAPS, oui, son agrément comme écoutez, je n'ai pas été responsable de société de sécurité, c'est ça? Oui, tout à fait. Je n'ai pas été informé de cette demande qui a été faite par M. Benalla, qui l'a faite à titre personnel et sans passer par la hiérarchie. Ça ne me semble pas totalement étonnant. Ce n'est pas parce que vous êtes habilité à diriger une société de sécurité privée que vous la dirigez. Merci, Monsieur Loche. La parole est à Monsieur. À quoi ça sert dans ce Alors, cas-là? Monsieur Sueur. Mesdames et Messieurs les sénateurs. À quoi ça sert pour quelqu'un qui est à l'Élysée de solliciter l'autorisation de diriger une société de sécurité privée, surtout pour quelqu'un qui ne s'occupe ni de sécurité ni de police, rappelons-le. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je ne puis répondre que pour ce que je connais. Pour ses fonctions à l'Élysée, très clairement à rien. Pour le reste, je crois qu'il faudra lui poser la question. Je vous remercie. Monsieur François Grosdidier pour une courte minute, chers collègues. Oui, merci, Monsieur le Président. On note toujours les mêmes contradictions entre ce que vous nous dites et vous répétez les éléments de langage que nous avions déjà entendus, donc contradiction avec les déclarations des syndicats de police que vous avez jugées fantaisistes, mais aussi avec les déclarations de M. Benalla lui-même. Parce que M. Benalla lui-même, à TF1 le 27 juillet, ne contestait nullement s'occuper notamment de la réorganisation du service de protection, en disant même qu'il avait le ministère de l'Intérieur contre lui. Vous nous dites aussi, comme d'autres, qu'il n'avait aucun problème relationnel avec personne. Or, il nous dit exactement le contraire, puisqu'il dit même qu'il était considéré comme un extraterrestre. Je suis l'extraterrestre de la bande et ça fait chier beaucoup de gens, nous dit-il. Bon, alors c'est étonnant parce que personne n'a remarqué. Est-ce qu'il est complètement paranoïaque pour avoir ce type de sentiment et ce type de déclaration pour que personne, à l'Élysée, ait pu le remarquer? Alors, c'est vous-même qui dites l'avoir recruté. Le directeur de cabinet nous avait dit que c'était lui. D'habitude, on se refile les patates chaudes, vous la revendiquez tous les deux. Dans son CV, ses références étaient exclusivement liées à la sécurité. Il n'y a pas qu'habilitation Octap, il y a tout. Et aucune autre expérience. Alors, je voudrais savoir sur quels critères, strictement, vous avez décidé sur le recrutement, parce que la question vous a été posée, je crois que vous avez imparfaitement oui, voilà, je pense que la question est posée. Je termine. Une dernière question. Son traitement serait de 6 000 €, nous a-t-on appris. C'est vu hier soir à la télé que c'était autant que le directeur de Mediapart et un peu plus qu'un parlementaire. Mais ma question c'est, est-ce que sa rémunération se limite strictement à cela? Est-ce qu'il n'y a pas des primes ou d'autres rémunérations qui n'apparaissent pas sur les fiches de paye et qui sont autres? Voilà. Bien, la question est claire. Je vais prendre d'autres questions pour les grouper. Nous allons demander celle de Madame Lerpier. 1 minute. Oui, monsieur le chef de cabinet. Moi, il y a un petit point qui m'étonne. Vous avez dit tout à l'heure avoir vu tout de suite la vidéo privée qui circulait sur les réseaux sociaux. Quand on sait qu'il y a beaucoup d'enregistrements vidéo autour d'un lieu où il y a risque d'ordre public, et là, en l'occurrence, il y avait le cas. Je me dis, heureusement qu'il y avait cet enregistrement privé. Auriez-vous été informé, vu que vous étiez à l'étranger, s'il n'y avait pas eu justement cette circulation sur les réseaux sociaux, est-ce que vous auriez pris les mêmes mesures
si on n'avait pas tous été mis au courant de cet état de fait, ça m'interpelle. Parce que vous êtes son supérieur hiérarchique, auriez-vous été au courant aussi vite et aussi bien si il n'y avait pas eu cette circulation sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup. Madame Delattre. Une minute également. Président. Monsieur le chef de cabinet, comme vous le constatez, vous voyez que le Sénat cherche sereinement à comprendre le fonctionnement, ou plutôt les dysfonctionnements de l'État pour vous faire des propositions, et en l'espèce sur la sécurité de l'Élysée. Et l'intéressé lui-même médiatise énormément son affaire et du coup nous donne beaucoup de matière. Nous avons énormément de matière de la part des médias et nous voyons beaucoup de photos. Et sur certaines d'entre elles, nous voyons M. Benalla assurer la sécurité de Mme Brigitte Macron. Vous ne l'avez pas cité dans ces missions. Est-ce que cela fait l'objet d'un autre contrat? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point précis? Et nous allons prendre une dernière question pour cette salle avec le président Canet. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci, Monsieur Loche, de reconnaître par votre présence la légitimité de notre commission. Rassurez-vous, je ne demande pas de réagir aux propos de votre ancien collaborateur, mais qui témoigne quand même d'une certaine forme de fougue en termes de caractère. Et ma question vise, tout d'abord, en première question, vise justement à ce caractère qui manifestement aujourd'hui se dévoile complètement, y compris par rapport aux médias. Avez-vous eu pendant l'année avant son licenciement des craintes, des réserves ou des remarques qui avaient pu être portées sur son comportement à l'intérieur de l'Élysée? Deuxième question, vous avez parlé de précurseurs dans le cadre de ces missions de préparation des déplacements du président de la République. Vous nous confirmez qu'il n'était pas précurseur d'un changement de braquet en matière de sécurité du président qu'il n'assumait pas, selon vous en tout cas, vous l'avez dit sous serment, mais une réflexion est engagée. Nous confirmez-vous ou affirmez-vous que cette réflexion viserait à créer une forme de garde prétorienne, le mot est un peu fort, je le reconnais, autour du président, totalement indépendant des services de police et de gendarmerie nationale? Monsieur Loche. Essayer là aussi de répondre le plus complètement aux multiples questions. Vous m'avez d'abord posé la question de savoir s'il était venu à mon niveau des plaintes quant au comportement de M. Benalla et spécifiquement des services de police, citant, je crois, l'expression ici même d'un des deux syndicats de gardiens de la paix. Je n'ai jamais reçu de courrier, n'ai jamais été interpellé dans mes fonctions de chef de cabinet par des commissaires, des officiers ou des gardiens de la paix se plaignant du comportement de M. Benalla. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Sur la question, je crois que je n'ai pas été suffisamment clair sur le qui a recruté. Je dirige un service tel que je vous l'ai expliqué. Il me revient donc de proposer le recrutement. Mais formellement, le recrutement est fait par le directeur de cabinet. Je ne m'exprimerai pas sur le bulletin de salaire qui a pu paraître hier de M. Benalla. Je trouve tout à fait étonnant que de tels documents puissent se retrouver dans la presse. Monsieur Loche, vous avez seul la parole. Voilà, je crois pouvoir vous dire que M. Stroda n'a pas souhaité répondre sur la rémunération de M. Benalla, mais en tous les cas, elle est une et unique et elle comprend le montant de ses primes. Concernant la question de savoir si j'aurais été informé d'une autre manière, si je n'avais pas vu la vidéo, là aussi je ne peux pas faire de fiction administrative. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu très rapidement, je mets mon cas à part puisque j'étais en Nouvelle-Calédonie, des échanges entre le préfet de police et le directeur de cabinet à ce sujet-là. Et donc il y a eu un fonctionnement républicain immédiat pour informer de ces événements. Concernant la personnalité et les qualités de M. Benalla. M. Benalla, c'est un jeune homme de 27 ans
qui a les qualités et les défauts d'une personne de cet âge-là. Et croyez-moi... Heureusement que toutes les personnes de 27 ans ne tabassent pas les gens dans la rue, quand même. S'il vous plaît. Je crois m'être exprimé sur cette faute très fortement en disant qu'elle m'a choqué. Et les propos que je vais tenir n'effacent pas ce que je vous ai dit en début d'audition. Mais ce que vous qualifiez de fougue, moi je l'ai vu dans beaucoup de réactivité, dans beaucoup de précision dans la préparation des déplacements, dans beaucoup d'énergie placée au bon endroit pour réussir les missions qui lui étaient données. Et après, il y a une faute. Madame, je crois avoir dit que ce comportement était répréhensible, qu'il m'a choqué, et les institutions de notre République, c'est-à-dire la justice, en est saisie. Sur la question de la création d'une garde prétorienne à l'Élysée, il n'en a jamais été question. Quelle que soit la réforme qui est menée, je ne rentrerai pas dans le détail, les personnes qui s'occuperont de la sécurité du président de la République seront toujours des policiers et des gendarmes. Cela va de soi. Et il est absolument nécessaire, et là aussi, désolé de répéter le terme, ça va de soi, qu'il y aura évidemment toujours un lien avec le ministère de l'Intérieur, puisque je crois vous avoir expliqué que dans l'organisation des déplacements, il s'agissait d'adjoindre les compétences d'un service de sécurité rapproché qui est le GSPR et des compétences plus vastes de gestion de l'ordre public qui sont sous l'autorité des préfets. Donc le lien, il est impératif si on veut réussir la sécurité d'un président de la République en déplacement. J'espère avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Je vous remercie. Monsieur Bonnecarrère. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le chef de cabinet, pour les explications que vous nous avez données, avec une modestie de bonne aloi, et également pour la réussite du déplacement du président de la République en Nouvelle-Calédonie, qui était effectivement un déplacement complexe et dont on sait qu'il a été réussi. Mon interrogation est plutôt sur les questions de recrutement, un peu d'ailleurs en complément de ce que mes collègues ont ressenti en fonction de vos explications. Nous mettons à part la question de l'agenda du président. Les fonctions sur lesquelles M. Benalla travaillait concernaient donc l'organisation des déplacements. Vous nous les avez retracées. Vous nous avez dit loyalement que vous essayez d'en assumer le maximum. Mais il pouvait en assurer. Ce sont des fonctions qui nécessitent de la finesse administrative, de la finesse politique, connaître un petit peu la carte électorale, de la finesse économique, savoir où il y a des difficultés économiques, en bref, déminer. Alors, j'ai bien entendu que M. Benalla avait été très convaincant lors de votre entretien, et c'est tout à son honneur, mais sur ces fonctions nécessitant une connaissance politique, une connaissance administrative, une connaissance économique, raisonnablement, ce n'est peut-être pas la candidature à laquelle on aurait spontanément le plus adhéré dans l'importante responsabilité qui était la vôtre d'organiser votre chefferie de cabinet. Je vous remercie. Alors, non, parce que il faut que nous arrivions, mes chers collègues. C'est un travail collectif, évidemment, et puis plus le temps avance, plus vous êtes nombreux à vouloir poser des questions à M. Loche. Donc, j'ai pris la question de M. Bonnecarrère. Je vais prendre, et je vous demande de respecter la minute que je vous ai assignée, en m'en excusant. Je donne la parole à M. Darnaud et je donnerai la parole encore à 3 collègues pour faire une réponse groupée. Comme plus les questions seront précises, plus il sera facile à M. Loche d'y répondre de manière factuelle et précise aussi. Alors, M. Darnaud. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le chef de cabinet, vous avez justifié en quelque sorte la présence de M. Benalla sur les événements post-1er mai, notamment s'agissant de la Coupe du Monde, par le caractère tout à fait singulier et exceptionnel, ce qui a permis de déroger aux nouvelles missions que vous lui aviez attribuées. Pouvez-vous nous dire si d'autres événements aussi singuliers, exceptionnels, qui se seraient déroulés avant le 1er mai
aurait justifié que M. Benalla puisse sortir ou déroger aux attributions qui étaient les siennes. Deuxièmement, cela a été rappelé par plusieurs collègues, mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de vérité officielle, il y a une vérité, il y a aussi des faits. Les syndicats de police nous ont clairement indiqué que M. Benalla s'était immiscé dans le commandement des forces de police. Vous avez indiqué avoir aussi fait des déplacements avec le chef de l'État, faute d'avoir reçu des courriers de commissaires ou des forces de police faisant état de ces faits. N'avez-vous pas eu écho ou n'avez-vous pas constaté ou vu des faits pouvant aller dans ce sens? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Madame Troendlé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le chef de cabinet. Très rapidement, je reviens sur un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises, qui est le profil et les compétences de Monsieur Benalla qui vous ont conduit. Vous l'avez dit en début de propos introductifs que vous aviez droit, vous avez été autorisé à constituer une équipe extrêmement restreinte. Donc, il vous fallait une task force, si je puis m'exprimer ainsi. Et vous avez porté votre choix au niveau du recrutement sur Monsieur Benalla. Donc, apparemment, pas de diplôme particulier, sinon des compétences, etc. Quel est le profil de l'autre chargé de mission? Et ma seconde question, toujours dans ce contexte-là, est-ce que l'autre chargé de mission qui a hérité, si je puis m'exprimer ainsi, d'une partie des missions de M. Benalla lorsqu'il a été rétrogradé, entre guillemets, dispose-t-il également d'un véhicule de service au même titre que M. Benalla a pu en disposer? Et enfin, comme ce poste était stratégique, vous avez une équipe très restreinte. Pour revenir à la question de M. le Président Philippe Bas, est-ce que vous avez déjà recruté un nouveau chargé de mission sur ce poste-là? Si oui, quel est son profil? Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur Alain Marc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le chef de cabinet, vous étiez le supérieur hiérarchique d'Alexandre Benalla. Vous aviez connaissance de son autorisation obtenue du port d'armes, cela a été dit tout à l'heure, et vous avez dit ceci. On n'a jamais constaté qu'il portait une arme pendant ses missions. Cela signifie simplement qu'il s'affranchissait de tout lien hiérarchique par rapport à vous, puisque vous auriez dû, me semble-t-il, vous étiez son supérieur hiérarchique, lui dire qu'il ne devait pas porter d'armes, et non pas le constater a posteriori. Du moins, c'est ce que vous nous avez laissé entendre tout à l'heure. Aussi, pouvez-vous nous dire, vous qui êtes sous serment, que vous n'avez jamais reçu d'ordre d'instance supérieure de laisser à M. Benalla une certaine latitude, voire d'exercer des missions que vous n'auriez pas défini vous-même. Merci, chers collègues. Madame Marie Mercier. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais compléter un peu la question de mes collègues en ce qui concerne votre chefferie de cabinet que vous avez organisée vous-même. Vous avez donc 4 personnes, chargées de mission qui a le grade de sous-préfet, plus Monsieur Benalla. Pouvez-vous nous préciser la procédure de recrutement, puisqu'il a été recruté par Monsieur Stroda? Y a-t-il eu une annonce de passé? Y a-t-il eu une sorte de concurrence avec d'autres candidats ou a-t-il été recruté par une forme de cooptation? Je vous remercie, chers collègues. Madame de la Gontrie. Merci, Président. 2 questions. Depuis le début des travaux de cette commission d'enquête et depuis d'ailleurs le début de votre audition, on ressent toujours avec un peu de malaise un certain flou sur les personnes qui donnent les ordres, sur les personnes auprès de qui M. Benalla doit rendre des comptes, demander des autorisations, puisque on a une succession d'intervenants qui nous expliquent ce n'est pas moi, je n'étais pas là, je n'étais pas au courant. Vous avez détaillé votre fonction avec précision. Vous êtes son supérieur hiérarchique. Pouvez-vous nous indiquer pour quel motif, ayant pris connaissance des faits reprochés aujourd'hui à Alexandre Benalla, si, et dans le cas négatif, pourquoi vous n'avez pas considéré que cela relevait de vos obligations de l'article 40 du Code de procédure pénale? Le deuxième point, c'est sur le flou, encore une fois, et sur l'informalité, ce n'est pas un mot français, de la façon de travailler de l'Élysée apparemment. Les sanctions ne sont pas écrites, les missions ne sont pas décrites, et donc on est un petit peu mal à l'aise. Pour autant, le président de la République a annoncé hier, ça tombe bien, la nomination d'un directeur général des services. Est-ce qu'on peut considérer au fond qu'au bénéfice de cette malheureuse affaire,
l'Élysée, le président de la République, a d'ores et déjà considéré qu'il fallait tirer les conséquences de ce qui s'était passé et que votre organisation était déficiente. Merci, cher collègue. Madame Di Folco. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le chef de cabinet, peut-être juste une petite curiosité, s'il vous plaît. Pourrions-nous connaître la qualité de la personne qui vous accompagne aujourd'hui? Je pense que nous l'avons vu, cette personne, à d'autres auditions, si ce n'est pas indiscret. Deuxième chose, une précision. Quel est le rang hiérarchique de Monsieur Benalla en tant que chargé de mission? A-t-il un titre de chef de cabinet adjoint ou d'adjoint au chef de cabinet? Parce que nous avons vu circuler une vraie, fausse carte de visite mentionnant cette qualité. Donc je voudrais savoir si c'est une vraie qualité ou si c'est une fausse carte de visite. Si c'est une fausse carte de visite, c'est donc une usurpation de fonction. Et si c'est une usurpation de fonction, a-t-elle été elle aussi sanctionnée? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Vincent Ségouin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le chef de cabinet, une question très simple. Vous nous avez expliqué que vous étiez dans votre cabinet un nombre très restreint. J'imagine que depuis le licenciement de Monsieur Benalla, il a été remplacé. Son successeur a-t-il un port d'armes? A-t-il une voiture de service, un appartement et un passeport diplomatique? Et enfin, Madame Jackie de Romédy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le chef de cabinet, je voulais vous poser une question concernant la fiche de salaire. Normalement, quand on parle de salaire brut, donc déjà le salaire de 6 000 € est le salaire net. Voilà, donc ça c'est juste pour éclairer sur ce sujet. Et l'autre question, c'est concernant les avantages en nature. Normalement, ils doivent figurer sur les fiches de salaire. Enfin, ancien chef d'entreprise, nous devons faire figurer cette mention parce qu'on doit payer des charges sur ces montants et ils doivent aussi figurer dans les déclarations d'impôts. Donc, comment se fait-il que rien ne figure au sujet des avantages en nature? Eh bien, Monsieur Loche, toutes les questions ont été posées. Vous n'avez plus qu'à y répondre. Merci, Monsieur le Président. J'avoue que ma charge est compliquée, puisque répondre d'un coup d'un seul, si j'ai bien compris, à 9 interlocuteurs, je vais essayer de répondre le plus complètement et dans le temps qui m'est imparti. Monsieur le sénateur, vous nous avez indiqué toute la finesse que, selon vous, doit avoir le chef de cabinet ou son chargé de mission. Je le prends comme un hommage et je vous en remercie. Je veux vous dire que, concernant les interrogations que vous avez, le chef de cabinet, c'est un chef d'orchestre. Il n'est pas seul. Il est accompagné de conseillers, de chefs de service. Et le propre du chef d'orchestre, c'est qu'il ne joue pas lui-même de l'instrument. Simplement, il se sert des personnes qui sont dans l'orchestre pour assumer ses missions. C'est précisément le rôle que nous avons. Et la substantifique moelle qui permet d'organiser le déplacement, nous le trouvons chez les conseillers qui nous accompagnent. Quant à un comportement non adapté qui aurait pu m'être signalé concernant M. Benalla, je n'ai reçu aucun signalement, comme je le vous l'ai dit, par écrit ou par oral. J'ai été un petit peu étonné des déclarations qui ont été faites devant vous. Je connais d'ailleurs le responsable du syndicat qui l'a fait. Je le connais, donc il aurait pu m'appeler pour me parler de ses comportements. Mais encore une fois, je vous le dis, aucun policier ou gendarme n'a remonté à mon niveau ce type de comportement qui aurait, de ma part, fait immédiatement l'objet d'un rappel à l'ordre. Sur le profil et le recrutement. Moi, lorsque je suis arrivé à l'Élysée, j'ai constitué une équipe. Et une équipe, c'est l'orchestre, une partie de l'orchestre. Elle est petite, mais l'Élysée, c'est une grande maison avec beaucoup de services. Donc là aussi, nous tirons de la qualité de ces services, la qualité des déplacements que nous faisons. Et donc, si l'équipe de chefs d'orchestre est petite, derrière, il y a des services qui, eux, sont plus nombreux et qui ont une grande qualité de travail, je veux le dire. Cette équipe que j'ai constituée, c'est une équipe qui est diverse. Il y avait Alexandre Benalla, il y a également des sous-préfets.
Je crois, Madame, vous avez dit avoir été chef d'entreprise. Lorsque on cherche à constituer une équipe, on cherche à trouver des profils différents et des qualités différentes. Il m'a semblé à l'époque que M. Benalla en avait quelques-unes, et je crois qu'on ne doit pas s'empêcher, lorsque on détecte quelques qualités, de faire marcher un petit peu la méritocratie dans notre pays et de ne pas avoir que des sous-préfets ou des profils habituels dans les équipes. C'est ce qui permet, mais je le dis, là aussi je le dis fortement, c'est ce qui permet parfois d'avoir des approches un petit peu nouvelles dans la préparation des déplacements. Sur la question très précise qui m'a été posée concernant des ordres qui auraient été donnés directement à M. Benalla sans que ça passe par son supérieur hiérarchique pour exercer des missions que moi-même je n'aurais pas acceptées. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que fonctionne l'Élysée. Tout ce que j'ai fait en tant que chef de cabinet, je l'assume. J'ai dit ce que je pensais de l'acte fautif et de l'acte personnel de M. Benalla. Sur la procédure de recrutement, quand on forme un cabinet, lorsqu'on recrute des collaborateurs de cabinet, ça ne répond pas tout à fait à l'annonce qu'on fait paraître dans les journaux. On cherche des profils. Je vous ai expliqué comment a été recruté M. Benalla, et mes autres collaborateurs sous-préfets, je me suis rapproché de leur administration d'origine pour avoir les profils que je considérais les meilleurs et les plus adéquats à leur poste. Je crois qu'il a été également parlé d'un flou dans les instructions qui ont pu être données. Moi, je ne fais que vous dire le contraire. Je vous ai, je crois, présenté une organisation de la chefferie de cabinet de l'Élysée qui est parfaitement claire. Il y a des gens, un chef de cabinet qui gère un agenda, qui organise des visites. Il y a un directeur de cabinet qui est responsable des ressources humaines, et il y a un secrétaire général qui est là en contact pour organiser les politiques publiques. Sur la réforme qui est à l'œuvre à l'Élysée, là aussi, la question qui m'a été posée semble indiquer que cette réforme est lancée depuis l'effet du 1er mai. Or, elle est lancée depuis bien avant. Cette réflexion, elle est profonde, et elle traverse notre organisation depuis plus d'1 an et 3 mois. Donc elle va vraisemblablement l'accélérer, mais c'est un mouvement qui est plus ancien que les événements du 1er mai. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. L'article 40. Écoutez, je vous l'ai dit, là aussi, on a parlé tout à l'heure du rôle de chef de service. Je crois que je me suis largement énoncé là-dessus. Sur l'article 40, là aussi, à partir du moment où les faits sont pris en compte à Paris par des personnes qui sont à proximité des faits, qui ont tous les éléments pour juger et qui n'ont pas souhaité signaler au procureur de la République, et je crois que Patrick Sroda s'est exprimé assez largement là-dessus, ce n'est pas le chef de cabinet qui est de l'autre bout de la planète en Nouvelle-Calédonie, qui n'a aucun élément de jugement pour cela, qui peut faire un article 40. Et je vous dirai également que des articles 40, il m'est arrivé moi aussi d'en faire. Pour le coup, je n'étais absolument pas en position de le faire là où j'étais à ce moment-là. Oui, je suis rentré. Alors, attendez. Est-ce que vous avez, Monsieur Loche, achevé votre réponse? Oui, Monsieur le Parce Président. que j'ai plusieurs collègues qui m'ont signalé par de petits signes que je crois interpréter correctement, qui n'ont pas obtenu de réponse à leurs questions. Mais vous êtes excusable, car, comme vous l'avez rappelé vous-même, ce sont 9 questions qui ont été posées de suite. Madame Delatte, tout à l'heure, a posé une question sur l'organisation des déplacements de l'épouse du chef de l'État et le rôle qu'aurait pu y tenir Monsieur Benalla. Et Madame Troendlé vous a interrogé sur son remplacement et sur à la fois le profil de la personne qui pourrait remplacer ou qui remplacerait Monsieur Benalla, et sur les attributs qui lui seraient accordés. Monsieur Seguin a notamment mentionné un éventuel permis de port d'armes. Voilà. Et puis Madame Troendlé a demandé aussi
que vous rappeliez, mais vous l'avez dit dans votre propos liminaire, le profil de l'autre chargée de mission. Il s'agit, je crois, d'une sous-préfète. Oui. Alors, je vous en prie. Alors, donc, concernant le profil de l'autre chargée de mission, je vous confirme bien que c'est une sous-préfète. Alors, j'ai un adjoint qui est précisément, qui a été sous-préfet et qui est administrateur civil. Tout à fait. J'ai également une autre chargée de mission qui a été sous-préfète et qui est administratrice civile. Voilà. Pour être très, très clair. De remplaçants, pour l'instant, il n'y a pas, parce que, vous le savez, il y a un intense mouvement de réorganisation de l'Élysée. Donc, l'organisation de la chefferie de l'Élysée, comme tous les services de l'Élysée, est prise en compte dans ce mouvement de réflexion. Concernant la sécurité de Madame Macron, elle a, via le GSPR, une équipe de sécurité rapprochée, comme l'ont eu toutes les épouses ou compagnes de chefs de l'État. Et M. Benalla n'avait aucune fonction en la matière, sauf à ce que l'épouse du président de la République se déplace avec le président de la République dans le cadre d'un déplacement non officiel. Et de la manière dont je l'ai expliqué tout à l'heure, fonction d'organisation d'un déplacement. Est-ce que j'ai répondu ? Bien, Monsieur Loche, je vous remercie. Cette audition est terminée. Nous allons passer maintenant à l'audition suivante. Ah, Madame, excusez-moi, mais en effet, il vous a été demandé de présenter la collaboratrice qui vous accompagne. Donc, il s'agit de Madame Rebecca Pérez, qui est conseillère parlementaire au cabinet du président de la République. Je vous remercie. L'audition est terminée. Et nous allons entendre maintenant le général Bio Farina, qui est commandant militaire du Palais de l'Élysée.